Nous sommes en 2008, c'est la première saison complète de Sébastien Vettel, ma première saison complète aussi en tant que spectateur, et aussi la première année où la Formule 1 roule à Singapour. Et pour une première, les choses ne seront pas faites à moitié. Non seulement Singapour est un circuit urbain qui tente de ramener un flair à la Monaco, mais dans un contexte asiatique, mais en plus de ramener un climat torride comme en Malaisie, elle nous permet de dépasser, grâce à une piste plutôt large, quelque chose d'alors assez rare pour un tracé urbain. Et peut-être aussi que j'aurais dû commencer par là, grosse nouveauté, le GP aura lieu de nuit. On n'a pas équipé les voitures de phare, non, même si les McLaren nous avaient pranké à l'époque. Les Formule 1 n'ont pas de phare, puisque le circuit sera illuminé. Après, que vous connaissiez pas mal d'illuminés qui méritent d'être éclairés, ça c'est un autre débat. Ça va être une grande première pour la Formule 1, c'est censé être un gros coup, tant médiatique que financier, un grand prix dont on doit se rappeler. Eh ben mon cochon, ça va pas louper. Mais avant ça, dans un monde qui n'a rien à voir. Salut, c'est bébé Clippette. Tu veux savoir combien coûte du Oli Energy? Eh ben ça coûte 10% moins cher avec le code Clippy. T'es pas content? Bim, tu prends le code Clippy 5, tu commandes 5 € de réduction sur ta première commande. Eh, pas incroyable la vie? Peut-être je suis pas Franck Leboeuf, mais moi je suis pas chauve. Quand la Formule 1 arrive à Singapour, le contexte est pour le moins tendu, tant sportivement que politiquement. D'abord, faut savoir un truc, c'est que le GP de Singapour était le 15e de la saison. Aujourd'hui, ça voudrait rien dire, parce qu'il y en a 24 au calendrier, mais en 2008, il y en a 18. Donc on se rapproche de la fin de saison, et le combat pour le titre est plus que tendu entre Felipe Massa sur Ferrari et Lewis Hamilton sur McLaren. D'autant plus intense qu'il oppose deux équipes qui, la saison précédente, se sont retrouvées actrices d'un des plus gros scandales du sport, le Spygate, dont on parlera sûrement une autre fois. Un combat d'autant plus intense qu'à Spa, quelques semaines plus tôt, Hamilton se voit retirer une victoire sur pénalité, une pénalité qui n'était pas du goût de tout le monde. Bon, à l'époque, on n'avait pas peur de pénaliser les pilotes anglois. À Singapour, l'écart de points est le plus fin possible. 1 point. Hamilton a 1 point d'avance sur Massa et ce GP de Singapour est la parfaite opportunité pour lui ou le Brésilien de mettre un jour entre eux. Alors en ce début de week-end où tout le monde expérimente le circuit pour la première fois, notamment cette terrible chicane, on est content qu'elle soit plus là, c'est normal que ce soit l'un des deux cadors du championnat qui mène les débats. Hamilton en FP1 et puis en FP2, il va se passer quelque chose d'inattendu. Parce qu'en FP2 et en FP3, Fernando Alonso, le même qui avait quitté McLaren pour une équipe Renault qui avait perdu de sa superbe, domine les débats. Son coéquipier Nelson Piquet Jr. est un peu moins au beau fixe et aussi entre la 12 et la 4e place sur les 3 séances. Oui, Nelson Piquet Jr., fils de Nelson Piquet tout court. 3 titres de champion du monde, très mauvaise tête, bad blood avec Mansell et un contrat chez Lotus qui stipule que son teammate doit jamais être devant lui. Bah c'est son fils. Voilà. Alors c'est un personnage qui est important dans cette histoire, centrale même à cette dernière. Et il faut retenir qu'il se faisait défourailler sur toute la saison par Alonso. Et si ce n'est pour un podium à Hockenheim, Boog laisse pas vraiment penser qu'il sera un talent sur lequel parier l'année prochaine. Sachant que Renault était dirigé par Briatore à l'époque, je vous laisse deviner ce qu'il attendait. Les qualifs arrivent et les cadors s'expriment. Tous, sauf Alonso. Le pilote espagnol, victime d'une panne, s'élancera 15e. Seul baume au cœur pour le jeune Clippy ce jour-ci, un certain Sébastien Vettel, 21 ans, Toro Rosso, s'élancera P7. Et chez Renault, ça fait franchement la gueule avec Piquet P16 dont la seule panne aura été le talent. Point où, au tour de formation, Boog manque de se taper le mur. Probablement sans importance, n'est-ce pas? Début de la course, Massa domine les débats dans une démonstration de vitesse et de précision comme Ferrari n'en fait plus depuis trop longtemps. Hamilton ne semble pas pouvoir donner la réplique et Raikkonen sur l'autre Ferrari reste en embuscade pour capitaliser. On commence doucement à s'enfoncer dans nos sièges, il est clair que Massa veut faire passer un message et au 12e tour, Alonso boxe déjà. Alors à l'époque, la FIA s'était pas encore mis en tête de demander à ses manufacturiers de pneus de faire des pneumatiques merdiques. Donc au bout de 12 tours, les pneus étaient en très bon état. Mais surtout, la raison pour laquelle ils rentrent, c'est qu'à l'époque, on pouvait encore ravitailler en essence. Alors la logique derrière un arrêt aussitôt, ça aurait été que l'équipe l'a très peu chargé, l'équivalent de, je sais pas moi, 7 gourdes de Oli Energy achetées avec le code Clippy par exemple, pour 10% de réduction. C'est quoi, c'est un demi-litre de carburant de sorte à être giga léger, pouvoir dépasser tout le monde dans le trafic, quitte à s'arrêter un poil plus tôt que les autres, et ensuite foutre un plein d'essence et aller jusqu'au bout. Le but étant simplement d'éliminer les voitures avec qui il n'était pas vraiment en compétition ce week-end, les voitures les plus lentes si vous voulez. Donc évidemment il pit très tôt. Le problème c'est qu'avant son pit stop, il est bloqué dans ce qu'on appelle le Trulli Train, un phénomène dont vous êtes le héros sur F1.25 quand vous avez une bonne qualif dans une mauvaise voiture. Et quand vous êtes bloqué là-dedans, près de 4 secondes au tour plus lent que la tête de la course, vous avez niqué toutes vos chances. Se débarrassera bien de l'italien, mais le mal est fait. Et puis au 15e tour, miraculeusement,
Nelson Piquet Jr. s'encule dans un mur, ce qui trigger une safety car. Et Alonso, Alonso, il a déjà box, lui. La safety car est sortie, la pit lane est fermée, obligé de rentrer Kubica et Rosberg, qui sinon ça aurait été la panne sèche. Et quand la pit lane s'ouvre enfin, alors c'est la cohue. Tout le monde essaye de tirer avantage de cette safety car, mais ceux qui en bénéficient vraiment, c'est ceux qui restent sur la piste. Alors, Rosberg va mener, mais sera en passe d'être pénalisé devant Trulli, Fisichella et Kubica, lui aussi sur le point de prendre 10 secondes de stop and go, puisque ces deux larrons avaient pit pendant que la pit lane était fermée, oui vous suivez. Alonso trône en 5ème position, sa course est relancée. Surtout que dans la cohue, Massa était reparti avec le tuyau de ravitaillement encore accroché, il ressort 18ème et sa course est tout sauf relancée. En soi, c'est pas de sa faute, hein. Il y avait le feu vert. Juste, c'est un d'électronique italienne, quoi. Pour en revenir à Alonso, il a quelques voitures devant lui, la majorité devant encore s'arrêter. Hamilton, lui, il est conscient que le titre est en train de se jouer, donc il donne tout ce qu'il a, revient 3ème, puis second au détriment de Coulthard. Hamilton et Coulthard doivent encore box de nouveau, Alonso est bien installé en tête, Sutil à 11 tours de la fin se plante dans une barrière histoire de relancer un peu l'intérêt de la course, mais Alonso, pas trop là avec ça. Au restart, il prend le large, Raikkonen tape un mur à 4 tours de la fin, Hamilton ne parvient pas à passer Rosberg malgré la pénalité de ce dernier. Fernando Alonso remporte le GP de Singapour 2008. On se revoit au Japon. Voilà, on m'a dit refais un week-end review. Pas content? Ironique, n'est-ce pas? La strat gagnante se reposait sur Fernando en fond de grille, une safety car qui a été trigger par son propre équipier, c'est... Enfin, c'est pas comme si Fernando était incapable de gagner avec cette Renault. Au GP d'après, à Fuji, il l'emporte, et aussi au Brésil, un GP ô combien important, 2008, finale de la saison, il est sur le podium. Donc même s'il y a une certaine aura de fouille-merderie autour de sa victoire à Singapour, c'est pas resté un point de discussion plus longtemps que ça, quoi. Faut dire aussi, la F1 sur Twitter à l'époque... Ah non, c'était pas pareil. Hein. Mais bon, au runtime de la vidéo, tu te doutes bien qu'on est loin d'avoir fini. En 2009, après de piètres performances, Nelson Piquet est remplacé par un franco-suisse que vous connaissez bien, puisqu'il est aussi pilote Lambeau, marcheur sur feu, Romain Phoenix. Grosjean. Et si Grosjean rapportera pas plus de points à Piquet, cette décision va tout de même être lourde de conséquences pour Renault. Puisque Piquet ira en réponse voir la FIA pour tout avouer. Avouer que son crash au GP de Singapour 2008 était délibéré et qu'il l'a fait seulement parce que l'équipe lui avait promis un volant pour la saison 2009 en échange. Bien évidemment, l'affaire va être rapidement rendue publique et chez Renault, c'est la merde. Briatore va, selon lui pour sauver l'équipe, quitter Renault séance tenante. Une audience du World Motorsports Council sera tenue et des punitions vont tomber. Pour Renault, une disqualification avec sursis et une période de probation de 2 ans. Pat Simmons, le directeur exécutif de l'équipe, sera suspendu 5 ans de toute compétition FIA. Quant à Briatore, les choses sont plus graves. Briatore, c'est un personnage fascinant de la Formule 1 et surtout très controversé. Le vendeur de t-shirts a toujours eu les mains dans ce qu'on aime à appeler en France des magouilles. Sortir Schumacher de son contrat chez Jordan dès 91, les moteurs Renault, prix d'un rachat Ligier, j'en passe et des meilleurs. Et la FIA a clairement voulu faire de lui un exemple. Surtout que la FIA a eu sa dose en 2007 avec les controverses, notamment à cause du Spygate, alors il décide de bannir Briatore à vie de toute compétition sanctionnée FIA, absolument toutes. C'est même les Grands Turismo Awards. Pire encore, Briatore étant manager d'un certain nombre de pilotes, notamment des jeunes pilotes, qui verraient leur demande de super licence refusée s'ils maintenaient Briatore en tant que manager. Et là, vous vous dites, mais dans ce cas, comment Briatore peut-il être actuellement employé par Alpine en tant que Chief Advisory ou team principal de circonstance là? Et surtout, comment se fait-ce qu'il gère encore des pilotes, puisque, si je ne m'abuse, Douane n'est-il pas dans son giron? Bah ça, c'est parce que souvent, la majorité des gens s'arrêtent à « il a été ban life ». Sauf que c'est pas toute l'histoire. Parce que Flavio, c'est pas le genre de mec à dire « Ah non, j'ai joué, j'ai perdu ». Il va pas faire appel de la décision, il va intenter une action en justice contre la FIA avec le tribunal de grande instance de Paris. Clairement qu'il s'agissait ici d'une vendetta personnelle de quelqu'un et non d'un ban justifiable, pointant de nombreux vices de procédure, ainsi que le manque de documents probants, et une grosse portion de ce qui lui était reproché était des dires rapportés par un employé souhaitant rester anonyme sous le nom de témoin X.
Le tribunal de grande instance va remettre un verdict favorable à Briatore, faisant annuler le ban et lui octroyant 15 000 balles de compensation. La FIA va annoncer faire appel et bien qu'elle maintienne le ban, les pilotes gérés par Briatore en 2010 obtiendront bien leur super licence. Mais au final, la FIA droppera l'appel aussi, puisqu'elle arrivera à un accord derrière porte close avec Briatore. C'était une affaire classée dont on parlait plus vraiment, si ce n'est pour justement vous dire que oui, Briatore a le droit d'être là, mais on n'en parlait plus quoi. Et puis Ecclestone a ouvert sa En fait, en 2023, t'as l'époque où on mettait encore des overlays Dark Souls à l'écran à chaque fois que Verstappen cassait des culs en qualif. Bernie Ecclestone, l'ancien big boss de la FOM, aurait, par ses mots, impliqué que lui et Max Mossey, l'ex-président de la FIA, étaient au courant au soir même du GP que le crash de Piquet était délibéré, mais qu'ils ne sont pas intervenus pour préserver l'image du sport. Le problème, c'est que cette course, comme je l'ai dit plus tôt, elle marque un tournant dans le championnat parce que Massa finit hors des points. Et sur base de Ils étaient au courant, donc tout le VP est une farce? Massa a lancé une offensive légale. Pas une vanne. Y'a quoi? Pour vous résumer le mambo-jumbo juridique en quelque chose de digeste, Massa souhaiterait, parce que la perte de son titre 2008 implique d'énormes pertes financières, entre autres ses bonus promis, opportunités commerciales perdues et d'autres préjudices moraux, Massa souhaiterait faire annuler le résultat de la course. Rétroactivement. Juste ça, ça va, c'est pas... Hein? Putain, mes chaussures sont dans un état, ma gueule. Parce que si cette course compte pas, on passe de Loulou, champion du monde, d'1 point, à Felipe, champion par 4 points. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je me souviens parfaitement de cette nuit de novembre 2008, rentrant de chez mon papy un peu tard pour voir le GP commencer. Demander l'autorisation de le regarder jusqu'au bout, même si c'est un soir d'école et qui commence à 9h du soir. Me rendre compte qu'au départ c'est mouillé, que la Red Bull blanche que j'avais vue plus tôt sur internet est déjà out, que Massa mène, que la stratégie va peser lourd dans la balance. Hamilton n'est pas au beau fixe, la météo est incertaine, Malbranck parle de Vettel qui pourrait doubler Hamilton, puis Hamilton fait une erreur et Vettel le passe à 2 boucles de la fin. Hamilton doit se morfondre dans son siège, Malbranck s'époumonne, Massa remporte le Grand Prix, il doit attendre maintenant, Hamilton ne peut rien faire, Vettel devant est plus vite, Massa est champion du monde, et puis sur la ligne... Vettel quatrième. Non, cinquième Hamilton. Parce que Glock s'est arrêté. Il n'est pas passé, il l'a réussi. Les clans McLaren et Ferrari sont confus quant à qui est devant, Massa réalise, et sur le podium il reste humble. Sur le podium il reste le héros du peuple. Oui, Lewis est champion, mais tout le monde se souvient de cette image, de ce champion sans couronne, du premier Brésilien depuis Senna à avoir été champion du monde. Malheureusement pour lui, ça n'a duré que 20 secondes. Cette image-là, cette superbe image qui, pour moi, incarnait à la perfection ce qu'est la Formule 1, elle est gâchée. Et j'espère vraiment que cette histoire n'ira nulle part. Parce que si quoi que ce soit arrive, aussi improbable que ça puisse paraître, ça réouvrirait un autre débat. Un débat dont la Formule 1, 5 ans après, mettez vos crochets, bordel, ne s'est toujours pas remis, il faut croire. Tout ça est bien triste, d'autant plus que, selon moi, c'est pas les titres qui font les champions. C'est ce qu'ils laissent derrière eux.